Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast consacré à la scoliose. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe et auteure du blog adaptersonyoga.com et pour cette série de podcasts autour de la scoliose, je me fais aider par Élodie Lamarche qui est beaucoup plus spécialisée que moi dans cette prise en charge et qui est l'auteur du livre L'école de la scoliose. Élodie est kinésithérapeute, ostéopathe et professeure de yoga certifiée. Et le message essentiel qu'on voudrait vous faire passer aujourd'hui, c'est que avant d'essayer de soigner une scoliose, il faut la comprendre. Et c'est un sujet assez complexe, donc on va essayer d'être le plus simple possible, même avec ces termes techniques. Comprendre, c'est fondamental aussi pour comprendre la place de chaque traitement au décours de cette maladie. Et il faut bien comprendre aussi tout de suite qu'il n'y a pas une scoliose, mais des scolioses, que chaque cas est unique. Donc nous avons beaucoup de définitions à placer aujourd'hui. Alors la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale avec une rotation qui va être dépistée particulièrement pendant la puberté, à une période un petit peu critique où l'adolescent n'est pas spécialement motivé par ses soins. Alors c'est un peu étonnant parce que d'une part il peut être très stressé et complexé par son asymétrie, par son dos. Et d'autre part, c'est pas le moment de sa vie où il est passionné par le fait d'aller chez le kiné, il ne comprend pas forcément nécessairement les enjeux, et surtout, le plus souvent, adolescent, sa scoliose est totalement indolore. Il n'a pas mal au dos, il ne comprend pas forcément pourquoi on l'embête avec ça. D'un autre côté, nous avons des familles, des parents hyper stressés en général, peut-être dans la culpabilité d'avoir transmis la scoliose parce qu'il y a une bonne partie des formes de scoliose qui sont héréditaires, un peu plus d'un tiers. Et donc, pour un peu que la maman ait eu une scoliose grave avec un corset dans l'adolescence, vous imaginez bien à quel point elle peut être stressée quand on dépiste une scoliose également chez sa fille. C'est plus souvent les filles qui sont atteintes. Alors voilà, le kiné va devoir gérer ça, une rééducation en famille avec d'un côté, c'est presque caricatural, un parent inquiet et de l'autre un adolescent désinvolte. J'exagère à peine en situant ce tableau-là, on l'a tous vécu en soins et ça fait partie du charme de la rééducation de la scoliose. Alors à cela vient s'ajouter une grande responsabilité pour le kinésithérapeute, c'est que on sait pertinemment que si la scoliose évolue trop, les traitements vont être lourds derrière, notamment avec le port d'un corset orthopédique, voire une chirurgie qui n'est pas si rare que ça. Alors évidemment, on veut tous l'éviter, on ne souhaite pas arriver à ces traitements-là, mais il faut reconnaître d'emblée, et il faut l'admettre, qu'on ne sait pas pourquoi certaines scolioses évoluent et pourquoi d'autres n'évoluent pas. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Il n'y a pas de culpabilité à avoir si la scoliose évolue énormément, malgré le port d'un corset par exemple. On ne comprend pas très bien encore les enjeux qui font qu'une scoliose va évoluer ou pas. Alors évidemment, les parents, face à une scoliose qui évolue et face peut-être aussi au stress montant chez l'adolescent, vont essayer de chercher des thérapeutiques alternatives. Il n'est pas rare qu'on ait des témoignages de ce goût-là et récemment, en 2014, il y a eu une étude réalisée par le docteur Fishman sur l'intérêt du yoga dans la prise en charge des scolioses. Alors je veux tout de suite dire que je suis intimement convaincue de l'intérêt du yoga. Néanmoins, cette étude a été amplifiée, les résultats de cette étude ont été amplifiés et exagérés. Et j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, sur internet, des résultats enthousiastes du genre 1 minute de planche latérale sur le côté, réduit de 30 degrés, de 30% la courbure de la scoliose. Alors c'est faux et c'est porteur de faux espoirs chez les familles. Donc on va améliorer sans doute la scoliose par la rééducation, néanmoins on ne peut jamais en être certain parce que certaines scolioses évoluent même chez des ados qui font régulièrement leur kinésithérapie.
Alors ma consoeur Élodie Lamarche, qui s'est spécialisée dans le suivi des adolescents porteurs de scoliose, part vraiment du principe qu'il faut commencer par éduquer à la scoliose, c'est-à-dire que l'adolescent doit en priorité comprendre son dos, comprendre sa déformation. Et je dois dire que moi, je soigne plus souvent des jeunes adultes ou des adultes atteints de scoliose, et je suis stupéfaite de voir que certains n'ont aucune conscience de leur dos. Ça s'explique très facilement parce que peut-être que quand moi je les soigne, les douleurs sont arrivées, donc quelque chose qui fait mal, on essaye de ne pas le sentir, on fait tout pour ne pas le ressentir. Et puis il y a beaucoup d'angoisse aussi autour de cette évolution, beaucoup d'anxiété, donc le cerveau fait tout pour oublier ce dos. C'est bien qu'on a des fois en consultation des patients adultes qui seraient absolument incapables de dessiner leur scoliose et qui ne connaissent pas forcément leurs asymétries, qui n'ont pas forcément conscience de la place de leur gibbosité dans le dos. On va définir ce qu'est une gibbosité. Alors la gibbosité, je vais vous la définir tout de suite et je vais utiliser une seule fois ce vilain mot. Une gibbosité, c'est une bosse, voilà. Et donc l'asymétrie de la scoliose va contribuer à créer une bosse, une gibbosité dans le dos. Comme les personnes atteintes de scoliose sont très affectées dans leur image corporelle, surtout en période de puberté, je souhaite vraiment ne plus utiliser ce terme péjoratif de bosse et on va vraiment essayer d'utiliser le terme de gibbosité, d'éduquer nos patients à utiliser le terme technique. Donc Élodie a commencé par vouloir vraiment développer la pédagogie autour de la scoliose et a fait beaucoup de dessins, de schémas, de croquis pour expliquer la scoliose avec ses patients. Et sa deuxième grande particularité, c'est que comme elle est également professeure de yoga, elle s'est mise à utiliser le yoga en rééducation. Alors pour moi, ça me paraît une évidence même, hein, moi qui suis également passionnée de yoga. Voilà, je comprends tout à fait. Le yoga comme outil de rééducation va contribuer à équilibrer les tensions musculaires. Il va renforcer les muscles hypotoniques, il va permettre de gagner de la souplesse dans les zones raides. Donc ça va être par la pratique des postures, des asanas. Et puis, d'un autre côté, les pranayama, donc les exercices de conscience respiratoire, vont permettre d'entretenir la capacité respiratoire. Parce qu'on va le voir, la scoliose, elle atteint le thorax, la cage thoracique et donc la capacité à ventiler. D'autre part, la pratique des pranayama va normaliser le muscle diaphragme. Et le diaphragme, c'est un muscle fondamental dans la posture, fondamental dans l'équilibre des chaînes musculaires. Et il a un potentiel de nuisance malheureusement très important parce qu'on l'utilise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour respirer. Donc quand on a un diaphragme très asymétrique, très tendu d'un côté, il contribue à entretenir la scoliose. Le troisième intérêt du yoga va être de ce travail sur le lien corps-esprit. On va passer d'un cercle vicieux de stress, anxiété, douleur concernant son dos à réappropriation de son corps. Et on va aller vers Ahimsa, la règle de la non-violence, le respect de soi. Enfin, le quatrième intérêt majeur du yoga va être que le patient, en comprenant son dos, en comprenant ses postures et ses pranayamas, va être capable de devenir autonome dans sa prise en charge. Et finalement, il va passer d'une contrainte de devoir aller chez le kiné toutes les semaines ou 2 fois par semaine à une pratique autonome et presque dans la norme. En plus, le yoga bénéficie d'un phénomène de mode actuellement. Donc, il y a plein d'ados qui pratiquent le yoga même sans scoliose et avec quelques adaptations, le patient va vraiment retomber dans un cercle beaucoup plus positif de soins. Qui est concerné par la scoliose ? Alors comme nous l'avons dit, la scoliose est souvent dépistée à l'adolescence. Elle concerne 4% des adolescents, ce qui en fait quand même une pathologie fréquente. Et puis plus on va vieillir, plus la scoliose va être fréquente, jusqu'à en retrouver dans la moitié des cas à 90 ans. Les scolioses de l'adulte, dans la majorité des cas, ce sont des scolioses de l'enfance qui étaient avec très peu de degrés et qui ont évolué en vieillissant.
Il faut préciser que la scoliose touche plus souvent les filles que les garçons. Alors, quelle est la particularité de la scoliose ? Donc, la scoliose, c'est une déformation du rachis, comme nous l'avons dit, dans les 3 plans de l'espace. La déformation caractéristique de la scoliose est la rotation. Ça signifie que la colonne vertébrale tourne sur elle-même. Elle est associée à une inclinaison, donc on se penche d'un côté ou d'un autre, et en allant dans le temps, on va plutôt aller vers une extension, c'est-à-dire une cambrure de la colonne vertébrale. Alors Élodie prend cette image très limpide. Vous pouvez imaginer une échelle, donc qui serait en 2 dimensions, et cette échelle, vous pouvez la pencher à droite, à gauche. Mais dans le cadre de la scoliose, vous allez non seulement la pencher, mais vous allez également l'enrouler sur elle-même comme un escalier en colimaçon. Alors donc, la caractéristique, comme je vous l'ai dit, c'est cette rotation, et cette rotation de la colonne vertébrale va amener les côtes à reculer. En reculant, ces côtes vont créer cette gibbosité. Vous vous souvenez ? La gibbosité, c'est un autre nom d'un terme plus péjoratif que je ne souhaite plus utiliser. Alors, à ce moment-là, il va être très important de faire la différence entre une simple attitude scoliotique et une scoliose vraie. L'attitude scoliotique n'a pas de gibbosité puisqu'elle n'a pas de composante de rotation. Ça veut dire que simplement le patient est penché d'un côté. Il ne tourne pas, il n'y a pas cette composante de rotation. Si bien que le patient penché en avant ne va pas présenter de gibbosité. Vous allez voir la ligne des omoplates parfaitement parallèle au sol. Dans le cadre d'une scoliose, quand votre patient se penche en avant, vous allez observer la gibbosité qui se majore, qui apparaît de manière plus évidente. Alors c'est très intéressant pour les professeurs de yoga puisque quand vos élèves vont réaliser une pince, il est très facile de se placer derrière eux et d'observer la ligne du dos pour voir s'il y a présence ou non d'une gibbosité. Alors si c'est juste une inflexion, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de gibbosité, c'est très bien. Cela signifie que ça n'évoluera pas, qu'en général, une fois le patient allongé, on peut tout à fait le réaxer et que juste avec un petit peu d'assouplissement, la pathologie sera très légère, elle répondra parfaitement bien au yoga et elle ne nécessitera pas de soins ou de surveillance particulière. Dans le cas de la scoliose, avec la présence de la gibbosité, vous avez déjà compris que ça n'allait pas être la même histoire et qu'il allait falloir vraiment surveiller cette évolution. Alors, à ce stade-là, que devez-vous absolument retenir sur la scoliose ? D'abord, comme je vous l'ai déjà dit, chaque scoliose est unique. Ça signifie qu'on ne pourra pas vous proposer une recette miracle, universelle, qui convienne à toutes les scolioses. Le traitement se fait au cas par cas et évoluera en fonction de l'âge du patient. Le deuxième point, c'est qu'une scoliose, il faut tout de suite être d'accord sur l'objectif du traitement, on ne pourra pas la guérir. Personne ne souhaite redresser une scoliose, ce n'est pas possible, on le sait avec certitude. On peut redresser des attitudes scoliotiques, mais pas des scolioses vraies. Si bien que la scoliose, l'objectif du traitement va être d'apprendre à vivre avec. Et là, je voudrais être très positive. On peut tout à fait vivre normalement et sans douleur tout au long de sa vie avec une scoliose bien suivie. Le troisième point, puisqu'on ne redresse pas la scoliose, c'est de bien comprendre que l'objectif de la rééducation va être de jouer avec le potentiel de croissance. On va utiliser la croissance qu'il reste pour limiter au maximum l'angulation en fin de croissance. C'est comme une plante. On sait que le rachis ne va pousser que pendant quelques années au moment de l'adolescence et on sait que c'est là qu'on doit mettre le paquet pour essayer de limiter l'angulation, pour peut-être mettre une sorte de tuteur, un corset orthopédique à ce moment-là, l'objectif étant d'arriver en fin de croissance avec l'angulation la plus faible possible. Cet objectif-là est fixé par la haute autorité de santé. On ne cherche pas à redresser la scoliose.
Notre objectif de soin n'est pas la guérison, mais bien l'amélioration des manifestations et, comme dit Élodie, apprendre à vivre avec, dompter sa scoliose. Alors, comme on a 33 vertèbres, on a toute une multitude de scolioses possibles. Chaque scoliose va être unique. Et on peut avoir des scolioses qui ne font qu'une courbure unique, donc en forme de C. C'est la majorité des scolioses, elles représentent 70% des cas. Elles peuvent se situer dans la partie haute du dos, dans la partie basse, entre les deux. On peut les avoir à n'importe quel niveau. La partie haute s'appelle la partie dorsale, la partie basse, la partie lombaire. On peut avoir des scolioses à double courbure, dans environ un tiers des cas. Alors à ce compte-là, si vous voulez, la scoliose va former un S ou un S à l'envers. Alors certains patients inquiets rebaptisent ces scolioses double scoliose et nous disent oh, « Mon Dieu, j'ai une double scoliose ». Alors, il faut savoir qu'avoir une scoliose à double courbure n'est pas du tout plus grave que d'avoir une scoliose à simple courbure. Ce n'est pas une caractéristique de gravité, c'est juste un élément dans les soins. Ça veut dire qu'on va devoir traiter la partie dorsale et la partie lombaire. Donc vous commencez à comprendre que les traitements vont être différents suivant la localisation de la scoliose et le nombre de vertèbres atteintes. Et il est donc fondamental que le patient arrive à déterminer sur son propre dos quelles sont les vertèbres atteintes. Alors ensuite vient la question essentielle de pourquoi j'ai une scoliose, pourquoi ça arrive. Alors il y a des recherches actuellement en génétique qui ont montré la présence d'un gène défaillant dans la transmission de la scoliose. Bon, on s'en doutait de toute manière puisqu'il y avait plus d'un tiers, comme je vous ai dit, de scoliose qui étaient des formes familiales qu'on retrouvait souvent de mère en fille. Mais voilà, on n'a pas vraiment d'explication. Donc finalement, l'énorme majorité des scolioses que nous allons avoir en cabinet sont des scolioses idiopathiques. C'est un beau mot pour dire qu'on ne sait pas pourquoi on a une scoliose. Il n'y a pas de cause connue. Ensuite, il y a des scolioses de différentes origines possibles. Alors d'abord, il y a des maladies neurologiques très graves, avec vraiment un déficit musculaire qui donne des scolioses. Ça, c'est très particulier. Il y a un handicap sévère associé en général avec la scoliose. Il y a des scolioses aussi malformatives, c'est-à-dire que de naissance, on peut naître avec une vertèbre inclinée en forme de coin et qui donc va déstabiliser toute la colonne. Certains auteurs décrivent aussi peut-être la possibilité d'une scoliose liée à une inégalité de longueur des membres inférieurs. J'aimerais tout de suite vous rassurer et vous dire que c'est lié à une grosse inégalité. Par exemple, un enfant qui se serait fracturé le fémur à 3 ou 4 ans et qui aurait vraiment un déficit de croissance de son fémur par la suite. Mais dans la majorité des cas d'inégalité de membres inférieurs ne donne pas de scoliose. Juste des attitudes scoliotiques ou des petits, entre guillemets, déplacements du bassin. Donc on va retenir que la scoliose, on ne sait pas trop pourquoi elle vient. Et d'emblée, il faudrait vraiment enlever toute part de culpabilité aux parents et aux adolescents. Non, ce n'est pas parce que vous avez porté un sac trop lourd. Non, ce n'est pas parce que vous vous tenez mal. Voilà, on sait très bien que ça arrive et on ne sait pas pourquoi. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on ne sait pas non plus comment les scolioses vont évoluer. Alors, évidemment, de manière statistique, on a des indications qui vont nous aider. Mais ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que la scoliose, on est un peu condamné à la suivre. On suit son évolution et on ne comprend pas encore vraiment pourquoi certaines scolioses flambent et pas d'autres. Donc là encore, surtout, il faut vraiment déculpabiliser les familles et les adolescents. On ne comprend pas les mécanismes d'aggravation des scolioses. Alors ce qui va se passer, c'est que du coup, on va proposer en période de croissance
un suivi radiologique très fréquent. Alors depuis quelques années, on se développe en France la radiologie EOS, EOS, qui permet d'avoir des mesures très précises de la scoliose avec une irradiation mineure. Il n'y a plus aucune raison pour se priver du suivi radiologique. Donc on le propose tous les 4 à 6 mois et on mesure ce qu'on appelle l'angle de Cobb, c'est-à-dire l'angulation de la scoliose. Et c'est à partir de cet angle-là qu'on va décider du traitement. Alors il faut que vous compreniez que si entre 2 radios à 4 ou 6 mois d'intervalle, on observe que l'angle de Cobb s'est aggravé de plus de 5 degrés, on considère qu'elle est évolutive. Il faut vous dire aussi que si d'emblée on mesure la courbure à plus de 30 degrés, on sait qu'elle va évoluer. On la considère comme évolutive, quel que soit l'âge de la personne. Et l'autre chose fondamentale à comprendre, c'est que l'âge osseux est fondamental dans le suivi de la scoliose. Je m'explique. Si on dépiste une scoliose de 18 degrés chez un adulte de 20 ans qui a terminé sa croissance, ce n'est pas très grave. C'est une petite scoliose, une petite courbure 18 degrés qui sera sans doute très bien tolérée avec un petit peu d'entretien du dos et qui va vraisemblablement très peu évoluer. Si à l'inverse, on dépiste une angulation de 18 degrés chez une enfant de 10 ans qui n'a pas encore de signes pubertaires, qui n'a pas entamé sa croissance au niveau du rachis, là c'est à surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'on ne sait pas comment cette scoliose va évoluer. Aussi bien elle peut rester à 18 degrés, aussi bien elle peut flamber. Donc comprenez bien l'importance du suivi radiologique rigoureux. C'est pénible pour les familles de faire ces rendez-vous, c'est souvent stressant, mais c'est fondamental. Voilà, donc j'ai bien insisté sur l'importance du suivi radiologique et sur la modestie que nous devons avoir en tant que thérapeutes et de médecins parce que nous ne comprenons pas les phénomènes de la scoliose. Alors en général, à l'âge adulte, la scoliose n'évolue plus trop, sauf à partir de la ménopause, où naturellement l'os devient plus friable, il y a souvent des phénomènes d'ostéoporose associés, peut-être plus volontiers des tassements vertébraux, et donc il est fondamental de vraiment entretenir son dos tout au long de sa vie, mais particulièrement donc pendant les grossesses, qui sont des périodes à risque également, et à partir de la ménopause. À l'âge adulte, la scoliose va avoir beaucoup de retentissement en fait sur la vie de la personne atteinte. D'abord, il y a un retentissement esthétique. Je vous l'ai déjà dit, l'atteinte psychologique est très importante quand on souffre de scoliose. C'est quelque chose qui s'est installé au moment de la construction de l'image de soi, pendant la puberté, et souvent ce sont des patients très complexés par leur image. Donc, si vous êtes professeur de yoga et que vous suivez des élèves atteints de scoliose, soyez très doux, très vigilants, très bienveillants dans votre approche. Ils peuvent se sentir très complexés si vous leur faites remarquer qu'une épaule est plus haute que l'autre. Alors comme je vous l'ai déjà dit, il y a une atteinte au niveau de la ventilation, au niveau respiratoire, puisque la cage thoracique est déformée par la scoliose. Le mouvement des côtes n'est pas habituel et vous comprenez bien que ça va concerner les scolioses qui touchent la partie haute du dos. S'il n'y a une scoliose que en région lombaire, au niveau respiratoire, l'atteinte sera plus faible. Ça se rééduque très bien, c'est fondamental de garder toute la souplesse de la cage thoracique. Et donc un moyen d'entretenir la capacité ventilatoire va donc être de faire tous ces exercices de pranayama et en thérapie manuelle, toutes les mobilisations spécifiques de la cage thoracique. Donc, alors au niveau musculaire, c'est vrai que les muscles ont du mal à s'adapter à la scoliose, puisque pour schématiser, on est penché d'un côté, donc dans le côté arrondi, dans l'arrondi, ce qu'on appelle aussi la convexité, les muscles vont être en permanence très longs, très étirés, donc plutôt relâchés et plutôt faibles. Et un muscle étiré en permanence, c'est un muscle qui souffre. Et puis alors dans le côté court, dans le côté qu'on appelle concave, les muscles vont être au contraire tout le temps rétractés, contracturés, refermés, raides, et bien figurez-vous, c'est douloureux aussi. Mais vous comprenez bien, les douleurs n'ont pas la même origine et donc le traitement ne va pas être le même. Globalement, on peut schématiser en disant que le côté court, on va essayer de l'ouvrir, de le laisser respirer, d'étirer, de gagner en souplesse, alors que le côté long, on va plutôt essayer de le refermer, de le tonifier.
Au niveau articulaire, le fait de se tenir dans sa malformation, dans son inclinaison et sa rotation en permanence va amener à des déformations, à des contraintes mécaniques asymétriques sur les articulations qui vont avoir tendance à vieillir plus prématurément, c'est ce qu'on appelle l'arthrose. Alors là aussi, pas de fatalité, ça s'entretient. Si on mobilise régulièrement les cartilages, si on les bouge régulièrement, si on leur maintient la souplesse, on va vraiment retarder l'apparition de ces signes-là. Mais c'est vrai qu'un dos scoliotique, c'est un dos qui s'entretient encore plus qu'un autre dos. Alors au niveau des traitements, je l'ai déjà dit, le premier des traitements, c'est de bien suivre cette scoliose par le suivi radiologique. Le deuxième traitement de base, c'est la rééducation, c'est-à-dire les soins prodigués par un kinésithérapeute. La compréhension de la scoliose est quelque chose de très fin, de complexe, et à mon avis, un travail individuel est indispensable pour comprendre, pour ajuster. Et puis, si l'angulation atteint entre 25 et 30 degrés, ce fameux angle de Cobb, s'il atteint à peu près 30 degrés, souvent, à partir de là, on va proposer un corset. Évidemment, ça dépend de l'âge de la personne, mais on va le proposer particulièrement en période de croissance. Le corset est toujours très mal vécu, et en plus, figurez-vous que le corset n'est pas une garantie de non-évolution de la scoliose. Seul le médecin orthopédiste peut savoir si un corset est adapté et préconisé ou pas. Il va le savoir en fonction de ses statistiques, des cas qu'il a pu observer, du niveau atteint, de l'âge osseux. Voilà, c'est très complexe, ce sont des paramètres très complexes, mais si l'orthopédiste a prescrit un corset, ma compétence de kinésithérapeute s'arrête là, je ne retarde jamais un corset et au contraire, j'essaie d'accompagner, d'être bienveillante. Et je comprends que pour l'adolescent et la famille, ce soit une souffrance au moment où c'est prescrit, mais notre rôle d'accompagnant est vraiment de soutenir et pas de décourager ou retarder ce corset. Elodie a ce mot très juste, le corset ne va pas guérir la scoliose, il va agir comme un tuteur pendant la croissance, mais il n'empêche pas nécessairement l'aggravation, et elle conclut en disant « Le corset propose, la scoliose dispose ». Et encore une fois, ne culpabilisons pas les familles si la scoliose continue d'évoluer sous le corset, soyons modestes, nous ne maîtrisons pas tout. Il existe de très nombreux corsets différents. Changer de type de corset peut être aussi une option si la scoliose continue d'évoluer. C'est très technique et c'est du ressort de l'orthopédiste. Et puis si on dépasse 45-50 degrés, on commence à évoquer une chirurgie. Et là, c'est pareil, il faut vraiment comprendre que si l'orthopédiste propose une chirurgie, c'est parce qu'il projette sur une vie entière. Et s'il se dit qu'à 15 ou 16 ans, on est à 50 degrés de courbure, il peut projeter qu'à 70 ans, on va approcher les 90 degrés de courbure. Donc comment on va faire pour gérer ça plus tard? Est-ce qu'il vaut mieux faire cette chirurgie dès l'adolescence? Voilà, moi j'ai jamais la réponse, c'est pas de mon niveau de compétence. Ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, si jamais vous arrivez au stade de la chirurgie, c'est que on soigne aussi très souvent des patients opérés, donc avec une arthrodèse, donc une tige et des vis qui leur fixent le rachis, et la qualité de vie est tout à fait correcte. Les grossesses restent possibles, tous les sports ou presque sont possibles. Il vaut mieux quand même éviter les sports à gros risque de traumatisme, mais par exemple, moi j'ai des patients qui ont repris l'équitation après la chirurgie, voilà, et le sport est même vivement encouragé. Donc la qualité de vie est bonne et surtout il faut toujours la mettre en rapport avec la qualité de vie sans l'opération, les douleurs sans l'opération. Voilà, parce qu'à l'inverse, on a aussi des patients qui ne se sont pas fait opérer adolescents, on les voit à l'âge adulte et on voit que c'est des situations quand même aussi difficiles, des situations de vie quand même difficiles aussi. Alors, moi, j'ai pas la réponse. J'expose les cas cliniques que j'ai pu avoir et franchement, je vais vous avouer quelque chose. Je suis très heureuse de ne pas avoir ce genre de responsabilité à prendre. Alors pour conclure, je voudrais
finir en vous rappelant à quel point il nous semble essentiel, avec Élodie Lamarche, d'informer les patients sur leur scoliose, de leur expliquer ce qu'est la scoliose, comment ça évolue. Donc tout ce travail d'école de la scoliose, on va le développer dans de prochains podcasts et de prochains articles. La deuxième chose, c'est qu'on est convaincu par la place du yoga dans le traitement de la scoliose pour différents points, comme on l'a dit, d'abord le traitement des douleurs, le traitement de la capacité respiratoire, la confiance en soi, le lien corps-esprit, voilà, mais on est également tout à fait convaincu par l'importance du suivi médical en parallèle et du suivi en kinésithérapie. Le yoga dans des cours collectifs ne peut pas remplacer le cours individuel qui est prodigué dans nos salles de rééducation. Alors on s'arrête là pour ce premier podcast sur la scoliose. J'espère qu'il vous a été utile. Transmettez-le aux patients, aux familles concernées par la scoliose. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos retours, vos questions, vos inquiétudes peut-être sur votre pathologie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. C'était Muriel du blog adaptersunyoga.com.